Iterative Memories of Cantor Dustman. Ça fait partie un peu, il me semble, de ton principe de travail, c'est qu'il y a des cycles qui vont se développer. Quelque chose que je qualifie de cycle, parce qu'il y a toute une idée aussi du retour et de la répétition, une sorte d'éternel retour, et de se nourrir du passé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'avoir préféré d'être au Macval avec nous cet après-midi. On va commencer un focus autour du travail de Sébastien Logman. Quel est ton parcours et comment tu arrives à faire des films, etc. Disons que j'ai naturellement, comme beaucoup d'enfants, commencé à créer avec ce que j'avais, c'est-à-dire beaucoup de dessins, faire des films avec des amis, puis aussi une formation musicale, c'est-à-dire école de musique, conservatoire, piano, batterie. Puis ensuite, études d'art, Beaux-Arts de Paris, le Frénois, la San Francisco Art Institute. Disons un partage entre la pratique plastique, la musique et la direction de film. Avoir plusieurs pratiques en parallèle, ça permet de nourrir l'une et l'autre, et c'est évidemment un moyen de respirer et de prendre du recul. Voilà. Et le Frénois, c'est une école post-diplôme pour déjà des artistes diplômés. Et c'est une école, au fond, qui forme des cinéastes et qui travaille la question de l'image en mouvement et de l'image proche des nouvelles technologies, pour le dire très, très, très rapidement. Et c'est une école dont sortent assez régulièrement des gens très intéressants. Alors, Sébastien, donc, tu as décidé d'appeler cette intervention « Sculpter l'identité ». Tu commences par donc projeter cette image. Justement, il me semble que tout ton travail est au cœur de ces multiples pratiques et c'est peut-être un peu de ça dont on va parler. Alors, je ne sais pas si ici, certains ont vu l'exposition « Histoire vraie », mais voilà, c'est le dessin, ça crée un lien direct. Et en fait, ça, c'est le projet de longue haleine qui est né en 2003, qui s'appelle « Iterative Memories of Cantor Dustman ». Ça fait partie un peu, il me semble, de ton principe de travail, c'est qu'il y a des cycles qui vont se développer, se nourrir les uns les autres, qui vont comporter des films de nature différente, de longueur différente, mais aussi donc des dessins, etc. Quelque chose que je qualifie de cycle, cyclique, parce qu'il y a toute une idée aussi du retour et de la répétition, une sorte d'éternel retour, et de se nourrir du passé. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que tu pratiques un art postmoderne ? Alors, peut-être. Postmoderne au sens strict, c'est-à-dire est-ce que je suis littéralement dans une référence à l'histoire de l'art permanente ? J'ai toujours en tête l'histoire de l'art et du cinéma, mais la vérité, c'est que je le fais pas frontalement, c'est pas le but. Est-ce que c'est un rapport postmoderne ou psychanalytique ? Est-ce que le postmodernisme dans l'art est une psychanalyse de l'art dans un sens d'inconscient collectif, comme Jung l'avait théorisé? On fait un parallèle entre la psyché, avec ce qu'on a en nous, avec une échelle plus grande, une macro-échelle, c'est-à-dire la société, etc. Et on va dire que la société rêve, la société a un inconscient, qu'elle le contient et puis qu'elle le fait rejaillir de temps en temps, comme un individu. À ce moment-là, oui, c'est peut-être une forme de postmodernisme psychanalytique, ouais. Est-ce qu'on rentrerait dans le vif du sujet et commencer par un film et ensuite discuter peut-être ? Donc c'était un film de 2009 que tu as écrit, pour lequel tu as écrit la musique, que tu interprètes, que tu chantes. Tu étais un homme orchestre en fait. Et avec les cymbales, tout ça, c'est le spectacle, le spectacle quoi. J'ai beaucoup aimé la société du spectacle de Debord, donc du coup je m'amuse bien à faire du spectacle avec ironie quoi. Il y a toujours une envie de découverte, de découvrir une nouvelle technique, une nouvelle pratique, une nouvelle voilà. Peut-être c'est bien qu'on regarde un autre film et comme ça permettra d'avoir une sorte de vision d'ensemble. Alors le film suivant, toujours dans le même cycle, Iterative Memories of Cantor Dustman, s'appelle Puzzle ou Puzzle 3D, puisqu'en fait c'est un film qui a été tourné en stéréoscopie, donc en relief, avec la Géode pour les 25 ans de la Géode. Donc ce film, il est très clairement à la suite de l'autre. Alors qui joue le rôle de Romanesco dans ce film-là ? André
S. Labarthe. Donc André, qui a travaillé au Cahier du cinéma à l'époque de Bazin, à la fondation des Cahiers du cinéma, qui était à l'origine et qui a produit et parfois réalisé la série Cinéaste de notre temps, qui a été une mémoire vivante du cinéma, avec qui j'avais travaillé, que j'avais fait jouer dans un film mais que j'avais réalisé avant. Et là, pour quelque chose sur la mémoire, ça me semblait vraiment très intéressant qu'il joue ce personnage. Ça a été tourné en stéréoscopie. Évidemment, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une vision très biaisée de la stéréoscopie comme un argument commercial stupide. Mais il ne faut pas oublier que des gens assez intéressants comme Wim Wenders, avec Pina par exemple, ont travaillé ce médium. Bon, il y a aussi accessoirement les Frères Lumière et d'autres gens pas si inintéressants non plus. Et c'est en fait... comme toutes les pratiques, comme toutes les techniques, une source d'inspiration intéressante tant qu'on y insuffle une âme, une pensée, et qu'on le fait avec sincérité. C'est un peu... Voilà. D'autant plus que c'est vraiment tourné en stéréoscopie, c'est-à-dire vous le voyez le matériel, parce qu'aujourd'hui, la majorité des films que vous voyez en relief au cinéma ne sont pas tournés en stéréoscopie, et il y a une différence. La conception n'est pas la même. Voilà. Quand on pense un film au moment du tournage, ça a des conséquences. C'est tout le problème de la relation à la technique. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est toi qui es arrivé en disant bonjour, je voudrais tourner un film en 3D, ou est-ce que c'est la Géode qui t'a proposé au fond de travailler avec cette technique qui aussi est compliquée, puisque ici on pourrait pas le diffuser en 3D par exemple. Il y avait la Géode, les 25 ans. Moi, j'étais sorti du Frénois et ils ont cherché des gens qui sortaient de grandes écoles de ciné. Voilà, on m'a proposé. D'abord, on avait écrit avec Gildas Loupiac, donc avec qui j'ai coécrit un film sur un sculpteur dans son atelier, et donc un jeu comme ça avec le modelé, etc. Parce que je suis quand même assez obsédé par l'aspect sculptural des choses et le volume, etc. Et puis finalement, c'est ce film qui est ressorti, qui est donc la suite de Cantor d'Haussmann, avec le même personnage, et ça apporte une nouvelle dimension puisqu'on est avec un monsieur, un romanesco assez âgé, 80 ans à peu près. Sur la question du cycle, est-ce que tu savais, toi, dès le départ, est-ce que tu envisageais que tout ce cycle autour de Cantor d'Haussmann serait un cycle épique, ou au fond, est-ce que chaque chapitre vient se rajouter quand il y a une nécessité de rajouter des choses? C'est né de 1000 choses. C'est né de ce dessin. En 2003, quand j'étais encore aux Beaux-Arts, j'ai retrouvé ce dessin et je ne sais plus comment je suis arrivé à faire le lien avec les fractales, mais c'était évident que c'était un portrait fractal. Fractal, c'est ça. Cantor d'Haussmann, ça vient de l'ensemble de Cantor, et donc la poussière de Cantor, Cantor Dust, donc Georg Cantor, qui était un mathématicien du 19e siècle. L'idée, c'est que à toutes les échelles, vous avez la même structure. Et en bas, vous avez le flocon de von Koch, ça c'est 1904, donc encore un mathématicien. Puis à droite, vous avez l'ensemble de Mandelbrot, Benoît Mandelbrot, qui avait en 1975 trouvé ce terme fractal pour définir ce système de structure à toutes les échelles. Le fractal, c'est donc racine latine fractus, ça signifie brisé, irrégulier, et al, la désinence. Maintenant, rétrospectivement, on appelle tout ça fractal. Et le fractal, ça vient de la nature. C'est pour ça qu'il y a le chou romanesco dans Cantor d'Haussmann. Si vous regardez les légumes de l'espace de près, vous avez à toutes les échelles la même structure. Et c'est pareil pour les côtes de Bretagne, c'est pareil pour les montagnes. Et donc, s'il y a de la neige dans Cantor d'Haussmann, c'est en référence au flocon de von Koch. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée aussi de composer la musique à certains endroits de manière fractale. Par exemple, au couplet, à un moment, les mêmes phrases sont à différentes échelles. Enfin, il faudra réécouter. Ce que je comprends, c'est que cette question du fractal, quelle que soit la formulation et comment on l'appelle, au fond, non seulement tu t'en sers comme un motif d'inspiration, mais c'est aussi infusé, diffusé dans tous les moments, toutes les étapes de la création du film. Et on est dans un emboîtement, me semble-t-il. Il me semble qu'on peut dire que tu es un cinéaste prolixe et prolifique et qu'on aurait pu montrer tout un tas d'autres films, évidemment.
Néanmoins, je trouve que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est c'est évidemment ce rapport à la question de la sculpture en permanence, et aussi cette manière que tu as de faire des images et des films qui sont nourris de toute une histoire des images, au fond des images cinématographiques, mais pas que, et avec des grands écarts esthétiques entre des choses peut-être plus, oui, des grands écarts esthétiques peut-être, et que effectivement, ce dont il est question, c'est peut-être de sculpture et d'identité. Merci. Merci Macval.